L'invité du jour. L'invité du jour, c'est le docteur Gérald Kierzek, médecin urgentiste, journaliste aussi peut-être, on peut le dire. On vous voit beaucoup, on vous a vu. Bonjour Gérald Kierzek, tous les jours aux 20h et aux 13h de TF1. Vous êtes tous les jours sur LCI aux côtés d'Audrey Crespo-Mara entre 9h et 11h et 10h30. Vous êtes médecin, vous êtes journaliste, on vous pose souvent la question, j'imagine. Vous êtes d'abord médecin ? Alors non, je suis d'abord médecin et toujours médecin et je serai toujours médecin. C'est-à-dire que quand on est docteur en médecine, voilà, c'est un diplôme, c'est à vie. Et puis c'est au-delà d'un diplôme et d'un métier. Et surtout, j'allais dire, je ne suis pas journaliste. Pourquoi ? Parce que je fais pas le même métier. D'abord, j'ai pas de carte de presse, bien sûr, mais je fais pas le métier d'un journaliste. On peut dire que je suis éditorialiste médical puisque je vais aller donner un peu mon expérience, mon point de vue, donner les faits, décrypter la médecine. Et là, pendant cette période de crise, ça a été un petit peu particulier. Mais l'idée, c'est de faire le même métier que je fais dans mon box des urgences en consultation avec un patient, ce que font tous mes collègues de France et de Navarre, eh bien je le fais à la télévision. Mais c'est vraiment le médecin qui est à la télé ou à la radio. Moi, je voulais vous rendre hommage parce que, et je le pense sincèrement, sinon je le ferai pas, c'est que je trouve que vous avez été extrêmement pédagogique, extrêmement dans votre rôle, c'est-à-dire ni inquiétant ni rassurant. Vous avez été très factuel sur ce qui se passait et c'est pas forcément évident. Comment vous avez envisagé, conçu votre rôle ? Parce que les médecins ont été très très attaqués. Vous avez été un des rares d'ailleurs à pas être épinglé ou cité comme ayant pris position ou ayant dit des choses qui pouvaient heurter les uns ou les autres. Alors, moi, j'ai fait mon métier de médecin déjà à l'hôpital, parce que j'étais en renfort secteur Covid. Je suis médecin à l'Hôtel-Dieu aux urgences. J'étais en renfort secteur Covid à Cochin, donc vraiment au cœur de la crise hospitalière, avec des urgences, finalement, on en parlera là aussi, mais entre la vision médiatique et la réalité, il y a quand même une différence. Et j'ai fait mon métier de médecin aussi sur les plateaux. Et un médecin, je pense que ça ne doit pas ni affoler, ni mentir. Et donc, globalement, on est sur cette ligne de crête qui est très ténue entre j'alarme et j'ai un discours angélique. Vous voyez, entre l'alarmisme et l'angélisme, cette ligne de crête, elle est ténue. Cette ligne de crête, j'ai essayé de la tenir, mais comme d'autres. Mais vous savez, quand vous faites l'annonce d'un diagnostic grave, si vous dites, écoutez, voilà, vous avez un cancer, il y a 99% de chances que vous mouriez, c'est fini, il n'y a rien à faire. On n'attend pas ça d'un médecin. D'un autre côté, on n'attend pas d'un médecin qui dise, écoutez, non, vous n'avez pas de cancer, alors qu'il y a un cancer. Eh bien, c'est cette ligne-là. Et moi, mes rails, c'est toujours la même chose. C'est mon code de déontologie d'un côté, et je crois que c'est vraiment un rail vraiment important et que je ne lâche jamais. Et l'autre rail, c'est l'intérêt des patients. Et c'est là où la pédagogie, c'est même un devoir pour nous médecins d'être pédagogues. L'information, ça fait partie, c'est un droit des patients et c'est notre devoir médical. Mais vous avez bien vu certains de vos confrères dire il n'y aura pas de vague, c'est une petite grippe, le virus est parti, s'engager ou la chloroquine va. Il y a des médecins qui ont signé l'appel pour la chloroquine. Donc comment vous voyez ça ? Il y a deux sujets différents, c'est-à-dire que la prévision de ce qui allait se passer, etc., on a tous fait, à un moment donné, on s'est tous fait prendre de court. Après, c'était de ne pas aller dans l'extrême, ni dans une extrême trop rassurante, ni paniquer les gens. Donc, parce que quand on regarde in fine les taux de mortalité, on est sur des taux de mortalité. Moi, d'emblée, j'avais dit ça sera 0,1, 0,2% de mortalité, en tout cas 0,5%, alors que l'OMS disait plus de 3, parfois certaines études disaient plus de 10. Donc, il fallait pas affoler les gens. L'histoire de la chloroquine, c'est encore autre chose. Parce que alors là, l'histoire de la chloroquine, je pense que ça va. Moi, j'ai toujours dit, je ne suis ni pro ni anti-chloroquine. Je ne suis ni pro ni anti-Raoult. Là n'est pas le problème. Le problème est qu'on n'arrive plus à s'y retrouver, nous prescripteurs, que les patients s'y retrouvent encore moins et que les gens sont paniqués et que je comprends qu'ils veuillent, dès qu'il y a un espoir, ils veuillent s'accrocher. Il y a la chloroquine, il y a eu plein d'autres molécules parce que là aussi, ça a été une histoire. On a vu tous les papiers scientifiques qui étaient débattus sur les plateaux télé, etc. Moi, j'ai pris garde de ne jamais participer à ces débats. Pourquoi ? Parce que je pense que c'est pas mon rôle. Mon rôle, c'est de donner des faits, d'avoir une certaine neutralité, et puis surtout de relativiser. Pour pas plus parler de la chloroquine, le tocilizumab, qui a été aussi une des molécules utilisées, il y a eu un communiqué de presse, voilà, c'est un médicament formidable. Moi, tout de suite, j'ai dit, et notamment la rédaction de LCI TF1, attention, c'est sur une étude préliminaire, et d'ailleurs, quelques semaines après, tout le comité scientifique démissionnait de cette étude parce qu'ils disaient, mais on n'aurait pas dû communiquer aussi vite. Donc voilà, je pense que ça va faire du mal finalement à la médecine. Et ça, c'est extrêmement dommage
parce qu'on a vu une querelle de coqs, de mandarins, d'experts, de choses. Et moi, vraiment, j'essaye. C'est pas ce que les gens attendent. Les gens, ils attendent tout simplement de se faire une opinion et ils ont besoin d'avoir de la confiance. Et déjà qu'on était dans une situation où les gens étaient défiants par rapport à l'expertise, je pense que ça va pas arranger les choses. Non, mais justement, comment on fait pour parler d'un virus qu'on ne connaît pas, alors que évidemment tout le monde a envie d'avoir des informations, comment il se transmet, est-ce que si je touche une table je l'ai, est-ce que si je touche mes courses je l'ai? Au début de la crise on ne connaît pas ce virus. Quelles sont vos sources d'informations et vous allez chercher les informations pour les relayer sur quelque chose qu'on ne connaît pas en fait? Alors là aussi c'est la différence entre un journaliste et un médecin. C'est-à-dire que le journaliste il n'est pas habitué à lire la littérature scientifique sauf des journalistes ultra spécialisés. Mais moi mes sources c'est pas le journal ou c'est pas je ne sais quel magazine. Mes sources ce sont les études scientifiques. Avec la culture de prendre quand même avec des pincettes ces études scientifiques parce qu'on s'est aperçu très vite que même des plus grands journaux, alors là on parlait de la chloroquine, le Lancet, etc. qui est très critiqué, même les plus grands journaux, même les plus grandes équipes publiaient tout et n'importe quoi. Donc ça veut dire que la source c'est pas le journal du coin ou journal national ou parisien ou je ne sais quoi, mais c'est vraiment le journal scientifique. Mais même ce journal scientifique, moi mon job c'est de lire l'étude, c'est de relativiser, de voir les biais méthodologiques, de voir ce qui va, de ce qui va pas, et le dire tout simplement. Et prendre les choses avec des pincettes, sans affoler encore une fois, vous disiez les gens nettoyaient leurs courses, etc. On s'est très rapidement aperçu que ça servait à rien, que c'était un virus qui était respiratoire. Donc il y a eu toute la polémique sur les masques aussi, où finalement scientifiquement le masque il sert à protéger l'autre, il ne sert pas à se protéger soi. Ça, c'est quelque chose qu'on a dit d'emblée aussi, mais c'est compliqué à faire passer auprès du grand public. Mais en tout cas, en ce qui concerne les sources, c'était les innombrables publications scientifiques, mais c'est pas parce que c'était marqué dans une publication scientifique le lundi qu'il fallait donner ça pour argent comptant ou prendre ça pour argent comptant, parce que le mardi, on voyait qu'il y avait une autre étude qui disait l'inverse. Mais en même temps, est-ce que ce débat chloroquine aurait dû être dans les médias? C'est-à-dire qu'au départ, la communication, et alors je vais encore me faire insulter, etc., mais la communication du professeur Raoult, elle aurait dû au départ rester entre scientifiques et non pas être balancée au grand public comme ça. C'est peut-être venu aussi de cette manière de procéder. En général, il y a des débats entre médecins, la communauté scientifique est jamais unanime, mais là on a balancé j'ai un remède et c'est de là que tout est parti. C'est comme ça que ça avance la science. C'est les conférences de consensus, c'est des discussions, c'est des discussions qui sont à huis clos et qui sortent pas effectivement dans le débat public. Sauf que à l'heure des réseaux sociaux, et on voit bien que le professeur Raoult, qu'est-ce qu'il fait? Qu'il est un très grand scientifique, personne ne le remet en cause, mais c'est sa communication qu'on peut remettre en cause. C'est-à-dire que sa communication au grand public en disant, voyez, moi je pèse, je reprends ces mots, je ne sais combien de milliers ou de millions de vues, mais c'est pas la viralité d'une vidéo qui fait la vérité scientifique. Et c'est là où on s'est trompé. Alors, il a poussé le paroxysme jusqu'au bout. C'est-à-dire que là, on voit que l'affaire de la chloroquine, c'est clair que ça a été jeté en pâture, avec toute la médecine qui a été jetée en pâture, sur quelque chose qui est plus du populisme médical et jouer sur les peurs que de la science. Je suis pas, vous voyez, moi, je suis vraiment entre les deux. C'est-à-dire que la science, c'est bien, mais les statistiques, la dictature des épidémiologistes, des statistiques, faut prendre ça avec des pincettes aussi. Mais d'un autre côté, on peut pas faire n'importe quoi et on peut pas donner des médicaments comme ça sans savoir si à un moment donné il n'y a pas plus de risques que de bénéfices. Moi ce que je disais souvent, alors ça c'est un truc aussi qui est assez nouveau dans la culture journalistique ou du grand public, c'est que tous les médecins pour nous ont fait la balance bénéfice-risque. Et c'est quelque chose que les gens ne comprennent pas, mais là maintenant je pense que tout le monde l'a bien compris. Quand il y a plus de bénéfices, je vous donne le médicament, quand il y a plus de risques, je ne vous le donne pas. Alors moi, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'overdose de médecins à la télévision? Ça fait 2 mois et demi qu'on vit avec eux, qu'on vit avec vous. On ne se lasse pas de vous voir, bien sûr, mais il y a un moment où on va peut-être en avoir eu trop. Moi j'étais un petit peu avant quand même. J'étais avant la crise, quoi, un peu comme l'urgentiste de l'info. Et donc voilà, et moi j'ai continué finalement mon autre métier, quoi. Mais c'est effectivement une overdose, mais même sur le plan politique. Enfin là je viens de dire à l'instant dictature médicale ou une espèce de junte médicale. C'est vrai qu'on a eu l'impression à un moment donné que le politique s'effaçait complètement derrière le scientifique et de manière complètement déraisonnable. Là dans les médias c'est pareil, les éditorialistes politiques, économiques se sont
effacés derrière les médecins avec des confrères et des consoeurs. Alors certains très compétents, d'autres un peu moins dans ce domaine. Oui. Alors moi je suis pas un expert virologue, mais j'étais au contact quand même au quotidien des patients avec le Covid, etc. Et puis surtout, on dit pas n'importe quoi sur un plateau télé. C'est un métier que de faire de l'information et de la pédagogie médicale. Et c'est là où on peut reprocher aussi sur la communication sur YouTube là, de Didier Raoult que même si lui il comprend et pousse le débat intellectuel, entre ce qu'il dit, lui l'émetteur, et la réception qui en est faite par une population qui est paniquée, il y a une grosse différence. Mais justement, il y a eu donc des médecins stars, il y a les Côme, les Juvin, on connaît leurs noms par cœur maintenant. Comment ils sont choisis par une chaîne comme TF1 ou LCI et comment ils deviennent un petit peu des référents et qu'on voit presque que? Pourquoi on ne voit pas les autres? Alors moi j'étais quand même assez étonné qu'on voit que des professeurs, parce que les professeurs c'est 1% des médecins et que tous les autres ils étaient au front et on était dans les urgences, dans les cabinets de médecine générale. On a vu peu de médecins généralistes, on a vu peu d'infirmières, voire pas du tout, alors que les infirmières libérales ont payé aussi un lourd tribut, elles n'avaient pas de masque, etc. Donc déjà il n'y a pas que les médecins pour parler de santé et je pense que ça on l'a pas compris. On a eu finalement le gratin du gratin. Or le gratin du gratin, c'est ce que Raoult dénonce d'ailleurs, et là il n'a pas tout à fait tort quand il dit les élites, les ronds de cuir, etc. Donc après, comment ils sont choisis? Ah ben oui, c'est un pur produit du système, bien sûr. Alors après, il peut se mettre anti-système, mais c'est un produit du système. Ce que je veux dire, c'est que le modèle est peut-être en train d'être dépassé, ce modèle hospitalo-universitaire, que des mandarins, etc. Mais c'est eux qu'on a vus sur les plateaux. C'est une histoire de réseau, c'est une histoire... Vous savez, Pierre Bourdieu disait, c'est l'information circulaire. Une fois que vous êtes dans le cercle des médias, eh bien après, ça tourne un peu en rond et c'est toujours les mêmes clients, les mêmes bons clients qui sont repérés et qui sont pris. Moi, j'ai donné quelques noms de gens qu'on a vus sur les plateaux aussi, parce que la rédaction de TF1 et LCI, c'est un domaine complètement nouveau pour des journalistes. C'est-à-dire que la médecine, c'était un univers à part. Et là, il a fallu s'acculturer, voir quels étaient les réseaux, quelles étaient les personnes qui étaient crédibles. Il y a des gens qu'on a vus au début et qu'on n'a plus vus après aussi pour des problèmes de crédibilité, y compris moi, j'ai pu donner quelques conseils en disant non, là, c'est pas possible, quoi. Là, on franchit la ligne jaune. Et puis après, voilà, les choses se sont mises en place avec un impératif dans les chaînes info, c'est qu'il faut remplir quand même. Donc il faut essayer de faire du quantitatif, si possible quantitatif plus qualitatif. Oui, juste une question sur vous, sur votre vie privée. Vous arrivez à dormir la nuit parce que vous êtes à l'hôpital, à la télévision. Comment ça se passe? Quand j'étais avec Thomas Soto à la radio, il disait il est la nuit aux urgences et le matin c'était sur Europe 1. C'est à peu près ça. C'est-à-dire que globalement, moi je fais un métier qui est un métier avec une continuité des soins, c'est-à-dire qu'on fait des gardes. Donc je fais des gardes. Là, je suis de garde le week-end, je suis de garde la nuit, et donc ça me permet d'embrayer avec la télé et avec les maquilleuses. Quand il y a des maquilleuses, parce qu'en période de Covid, il n'y avait pas de maquilleuses, donc on s'auto-maquillait. Donc on voyait un peu la fatigue aussi. Après, ce qu'il faut dire, pour être complètement honnête, c'est que les urgences, depuis le 15-16 mars, depuis le confinement, l'activité a drastiquement chuté. Et c'est là où il y a quand même, moi en tant qu'urgentiste et en tant qu'homme de télévision ou de médias, en étant dans les deux systèmes, il y a parfois une espèce de gap énorme entre la réalité et la perception qu'on a de la télévision. Et moi, quand je disais aux gens, mais non, vous savez, les urgences, c'est plutôt tranquille, les gens ouvraient les yeux en disant, mais c'est pas possible, d'où il sort? Alors, quand on regarde la réalité des chiffres de fréquentation, avec des conséquences, et il faudra en faire un débriefing aussi de cette communication médiatique, politique, avec la réalité des chiffres. Parce que la conséquence, quand on donne l'impression que ça déborde de partout, y compris dans les services d'urgence, c'est que les gens s'auto-censurent. C'est que les personnels dans les EHPAD disent, je vais pas proposer tel patient. Et là, ça fait des morts. Et là, c'est dramatique. Merci d'avoir été avec nous, docteur. Et puis on vous retrouve donc tous les matins sur LCI avec Audrey Crespo-Mara et puis également sur TF1, les JT de 13h et de 20h. Et puis sur Doctissimo aussi, on a fait beaucoup de Facebook Live, ça aussi c'est intéressant. Merci. Bon, vous êtes, vous ne dormez jamais. Merci à vous, Gérald Kierzek. On se retrouve dans un instant pour la suite. À tout de suite.